ce que je retire de mon expérience au Royaume-Uni jusqu'à présent aussi, c'est que ça m'a rendue beaucoup plus humble. Parce que c'est vrai que quand on sort d'une grande école de commerce, qu'on a fait une prépa un peu connue, qu'on a de 18-20 ans et qu'on nous a bourré le crâne en me disant « Vous êtes l'élite, la crème de la crème. Tu vas sortir d'école, tu vas gagner tant, tu vas être le grand manager, etc. etc. » En fait, quand on arrive à Londres, personne connaît les écoles françaises, déjà. Même les plus grandes, même si on a fait HEC, non ? C'est quoi ? Non, ça veut dire quoi ? Heck ? Non, ça veut rien dire. On ne connaît pas ici. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cette phrase, en apparence anodine, résonne profondément avec l'histoire d'Audrey Fatouche, la French expat de la semaine, une Française établie à Londres. Après une longue carrière dans le luxe en Angleterre, c'est à l'aube de 2020, alors maman épanouie de 2 enfants, qu'Audrey se met en quête de sens. Travailler, oui, mais en retrouvant sa passion de jeune adulte. Elle fait alors le pari audacieux de poursuivre ses premiers amours, l'art. Dans cette quête passionnée, elle découvre un nouvel élan de vie, explorant les ruelles créatives de la capitale britannique où chaque tableau, sculpture ou installation évoque une histoire unique. Pour Audrey, cette aventure audacieuse représente finalement bien plus qu'un simple changement de décor. C'est une renaissance artistique qui réaffirme avec éclat qu'une seule vie ne peut contenir toutes les possibilités de l'existence. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui débute en fait dans les dortoirs corporate d'une entreprise japonaise à Tokyo et c'est une véritable invitation à se repenser tout en ayant beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, Audrey enseigne l'art dans une des écoles les plus prestigieuses de Londres et son travail a même été repéré par une sellerie française qui met en avant son œuvre auprès de ses clients et ce, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti, direction Londres. Bonjour, moi c'est Audrey, j'ai 38 ans, ça fait déjà 15 ans que je vis à Londres. Je suis une petite Bretonne qui est arrivée en Grande-Bretagne en 2009 et puis qui est restée, qui depuis a eu 2 enfants, un gros changement de carrière et qui est toujours ravie de ma vie et de ce que Londres m'a permis de réaliser. Merci pour cette introduction et bienvenue Audrey dans French Expat. Merci de me recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va reprendre le fil chronologique de ton histoire, mais ce que je trouve assez rigolo, c'est que toi, à la base, on t'imaginait peut-être plus dans un autre pays, beaucoup plus à l'est qu'à Londres. J'ai nommé le Japon, non ? Oui, c'est vrai. En fait, écoute, j'ai passé une année incroyable quand j'étais en école de commerce à Lyon. J'ai eu cette opportunité de pouvoir aller travailler pendant 1 an dans un grand groupe japonais de pétrochimie, donc complètement diamétralement opposé avec ce que je fais aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était l'attirance de l'apprentissage de la langue japonaise, de la culture, et puis juste une très 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 grosse envie de voyager. À 20 ans, j'avais jamais pris l'avion. Voilà. J'étais jamais sortie d'Europe. J'avais grandi dans ma petite Bretagne, dans une petite bourgade. Et j'avais vraiment ce besoin d'aller explorer le monde dans un pays, si tu veux, qui allait m'offrir un dépaysement juste grandiose. Tu cherchais justement quelque chose de lointain, autant par la culture. Du coup, tu as un nouvel alphabet, c'est un mode de vie complètement différent finalement de ce que tu connaissais. C'était ça aussi qui t'attirait ? Oui, tout à fait. Je pense que on en revient à ma carrière artistique actuelle, mais j'avais cette attirance, si tu veux, pour le côté un peu mystérieux du Japon, la beauté de la langue, des idéogrammes, de la calligraphie, et j'avais voulu apprendre le mandarin quand j'étais au collège, mais à l'époque, ça aurait... Ah oui, donc les langues pas évidentes, c'est un truc qui t'attire depuis un moment. Exactement. Et puis en fait, ça aurait impliqué un changement d'établissement. C'était un petit peu compliqué. Donc
Quand l'opportunité s'est présentée pour moi de partir au Japon, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'était un stage au début qui devait être un stage de 6 mois après une année bachelor, donc un bac plus 3 en école de commerce. Et puis mon prof, voyant que j'étais super motivée, m'a dit « Écoute Audrey, j'ai un stage d'1 an dans une grosse boîte japonaise, un gros groupe traditionnel. Je ne sais pas si tu as lu Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement, mais on n'est pas loin de ce genre de grosses boîtes très traditionnelles avec une hiérarchie assez lourde, des employés tous en costume impec, et puis bon, quelques clichés, mais on n'était pas loin de ça. Et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai dit à mon copain qui est devenu mon mari depuis, je suis désolée, en fait c'est pas 6 mois, je vais partir 1 an au Japon. et ça a été une expérience incroyable, tellement enrichissante. Donc ça c'était 2006-2007. Ok, donc première expérience au Japon à ce moment-là. Tu parles un peu du monde corporate là-bas. La découverte de la vie sur place, je veux dire, est-ce que ça correspond un peu à ce que tu espérais? Enfin, tu vois, est-ce que tu te souviens un peu de comment ça s'est passé? Ouais, écoute, je vais pas te mentir, ça m'a fait un gros choc en arrivant. Je pense que... J'imagine que c'est courant. Ouais. Pour des Européens qui arrivent au Japon? Non, je pense qu'il y a un peu une cristallisation, tu sais, quand tu viens d'Europe et puis que tu as regardé, t'as une certaine idée préconçue de la culture japonaise, de ce que le pays va ressembler, et puis que tu arrives et que tu te sens complètement perdu, que en fait, c'est pas forcément très beau. Les grandes villes japonaises. La beauté qu'on s'imagine, on voit Kyoto, on imagine les temples de Kyoto, on imagine le mont Fuji, les cerisiers en fleurs. Mais quand on arrive à l'aéroport de Narita, qu'on est dans une foule anonyme, qu'on comprend rien, on arrive dans la ville et en final c'est des grands buildings, c'est assez gris. Encore une fois, c'est pas le Kyoto, le Japon traditionnel qu'on s'imagine. Le Japon moderne est pas forcément esthétiquement joli. C'est vrai, c'est à dire. On peut ressentir le même choc que je pense ont les Japonais quand ils arrivent à Paris, à De Gaulle ou montent dans le RER. En fait, on l'a aussi en tant qu'Européens quand on arrive à Tokyo. On se dit mais attends, moi je m'imaginais des temples, les cerisiers en fleurs, des geishas dans les rues, mais en fait c'est pas du tout ça. Et puis on se retrouve dans la foule. C'est un mélange de tradition et de modernité, beaucoup le Japon. Ouais, complètement. Mais dans Tokyo, complètement modernité. Pour le coup, t'as quelques petites niches de tradition, mais il faut plutôt partir sur des villes comme Kyoto ou sortir un peu de la grande mégalopole. Donc, ça a été difficile parce que j'étais logée dans le dortoir d'entreprise. C'est-à-dire... Ah ouais, il y a ça, d'accord. C'est-à-dire, voilà, donc l'entreprise est affamée au Japon. Donc il y a beaucoup d'employés qui, si tu veux, avaient laissé leur famille à Osaka, au Hiroshima, Fukuoka ou partout au Japon et passaient la semaine, dormaient donc avec les collègues au dortoir d'entreprise. Du coup, j'imagine que tu as un équilibre vie pro, vie perso qui est assez nul. Exactement. Tu sais, c'est vraiment, il faut donner c'est une fidélité inconditionnelle à ton entreprise, quoi. D'accord. Ok. C'est un contrat. Et même en stage, du coup. Alors en stage, oui et non. Je pense que j'ai toujours été un peu l'alien. Quand t'arrives, t'as 20 ans, t'es une petite Française. En fait, il y a un petit peu une petite curiosité. D'accord. T'es une petite curiosité. Les gens viennent te dire mais pourquoi t'es là, tu parles, t'es rigolo. Tu es extrêmement bien reçu, surtout quand tu as fait l'effort d'apprendre un peu quelques rudiments de la langue. Mais c'est vrai que se retrouver, donc ce fameux dortoir, il n'y avait que des employés masculins et 2-3 étrangers. Donc tu te sens quand même un peu seul. Et puis c'est à une époque, je replace dans le contexte 2006, où pour communiquer avec ma famille et mes amis en Europe, on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas la 4G à disposition. Et donc il a fallu attendre que j'ai le Wi-Fi installé, ce qui a pris plusieurs semaines. Autre truc dingue au Japon, parce qu'on se dit c'est sûr, t'as la modernité, tout de suite t'as téléphone branché. Et non, et ça a été dur parce que ces premières semaines où j'ai eu ce choc culturel, j'ai pas eu beaucoup de contact avec ma famille et mes amis en Europe. D'accord. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est
partir vivre à l'étranger en 2006-2007, c'est pas 2024. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est pas les mêmes conditions de communication. En plus du décalage horaire, c'est beaucoup plus compliqué finalement de rester en contact avec tout le monde, quoi. Tout à fait. Et puis depuis, si tu veux, le Japon a eu les JO. Je vais dire une bêtise, les JO de Tokyo, c'était pendant la pandémie. C'était quand 2020. C'était 2020, non, ou 2021, 2021, je crois. Ouais. Ça devait être 2020 et c'était décalé 2021, je crois. Donc, en préparation, si tu veux, pour les JO, ils avaient fait d'énormes efforts. Ils ont fait d'énormes efforts pour traduire dans les transports en commun ou dans les lieux publics en différentes langues, dont l'anglais, le coréen ou le mandarin. Mais à l'époque, encore une fois, 2006-2007, il y avait peu de traduction. Donc, tu étais un peu obligé de te plonger dans l'apprentissage de la langue. Et du coup, les efforts étaient hyper gratifiants parce que ça te servait immédiatement si tu es prêt à apprendre 500 kanji ou plus. Mais voilà, c'est vrai que c'était un autre monde à l'époque. Depuis, ils se sont un peu plus ouverts sur les touristes étrangers. Ouais. Et c'était quoi, toi, ton niveau justement de japonais à l'époque ? Très rudimentaire, j'avais fait 1 an en école de commerce, si tu veux, de conversation pour me présenter, aller acheter 2-3 petites choses dans les magasins, me dépatouiller pour demander où le bus m'emmène et essayer de ne pas partir dans la direction opposée. Mais c'était à peu près tout. Clairement pas suffisant pour, en entreprise, pouvoir faire des présentations développées ou même communiquer facilement avec certains collègues qui avaient 0 anglais. Un niveau un peu de survie au quotidien, quoi. Ouais, complètement. Et puis tu vois, j'ai une petite anecdote rigolote. La première semaine où je suis arrivée là-bas, on m'a invitée dans une réunion. Je faisais partie d'une équipe vente commerciale, une réunion avec les équipes de recherche et développement. Et je pense qu'on devait être une vingtaine. J'étais la seule femme, la seule étrangère. Une réunion qui a duré entre 13h et 18h avec un break de 5 minutes pour boire un café, des slides en japonais présentant les dernières innovations d'un point de vue chimie en japonais. Ouais. Ça a été un grand moment de solitude. Tu m'étonnes. Voilà. Ça a été tu te demandes un peu, mais qu'est-ce que je fais là ? Comment je vais faire ? Voilà. Donc tu nages ou tu coules. Donc vaut mieux essayer de nager, quoi. Mais bon, malgré tout, alors du coup, tu tires quoi comme, je sais pas si c'est conclusion, enfin en tout cas de cette première expérience à l'étranger, toi qui en avais tant rêvé ? Déjà, mieux me connaître, apprendre à mieux me connaître moi-même et puis prendre confiance en moi. C'était la première fois que je suis montée dans un avion, j'ai fait un Paris-Tokyo pour partir toute seule à l'étranger à 20 ans. Ouais. Donc l'aventure. L'aventure, me tester, un peu tester mes limites aussi, je pense. Et puis réaliser quelque chose qui m'était cher, l'apprentissage d'une langue, quand même une certaine complexité. Et puis me prouver que je pense que j'étais capable de m'intégrer dans un pays complètement différent, de créer du lien. Et puis ça a été l'opportunité, même si à l'époque c'était moins évident dans ma tête, de pratiquer la calligraphie japonaise là-bas et d'être en contact avec tous les arts traditionnels japonais qui m'influencent aujourd'hui énormément. Donc beaucoup d'inspiration finalement à plein de niveaux différents, quoi. Complètement. La fin de cette année de stage arrive. Tu repars dans quel état d'esprit ? Avec quoi en tête ? Avec quoi comme projet ? Alors, il me restait, du coup, ma dernière année. J'avais encore 2 ans de master pour pouvoir diplômer de mon école. Et donc, retour à Lyon, où j'étudiais en école. Et ça a été un peu dur, le retour, parce que c'est vrai que pendant 1 an, d'être dans une culture, baigner avoir voyagé, c'était la découverte sans arrêt. Et puis, on se retrouve à être aussi une sorte de, comme je te disais tout à l'heure, un peu en étant différent, attirer un peu l'attention et revenir en fait dans l'anonymat en France. Et puis, je me rappelle de cette petite anecdote, me retrouver dans le métro français où quand les gens me marchaient sur les pieds, c'est moi qui m'excusais, tu vois, parce que j'étais encore tellement dans cette mentalité japonaise où je fais attention, je suis respectueuse, je ne traverse pas au feu rouge piéton.
que le retour à une culture plus latine et occidentale, ça a été quand même un choc aussi au retour. Ouais. Donc j'ai eu le choc à l'aller et après 1 an de vie et là-bas, au retour aussi. j'ai eu le choc. On dit souvent, hein, ouais. on parle souvent de ce retour, cette impatriation, ce retour chez soi et du décalage finalement en fait qui s'installe. Et une fois qu'on est parti depuis suffisamment longtemps, on se dit mais je me sens pas complètement à ma place, notamment aussi voilà d'un point de vue, je sais pas si c'est éducation ou culture, enfin en tout cas le rapport à l'autre dans ce cas-là quoi. Absolument, absolument. J'étais devenue tellement habituée aux Japonais qui faisaient très attention. Tu sais, ils te disent toujours attention, sors pas, n'attrape pas froid, même entre collègues, tu vois. C'est des petites choses que tu dirais peut-être à un ami proche ou dans la famille. Ouais, bien sûr. Et ils sont tellement attentionnés de ce point de vue-là. Et puis je pense que j'étais assez jeune, donc dans l'équipe, j'étais aussi. Ils aimaient bien te protéger un peu. Voilà, il y avait ce petit côté maternel en disant c'est Audrey, elle vient de France, il faut qu'on s'occupe bien d'elle, tu vois. Ouais. Et en rentrant du coup en France où c'est plus direct, la communication aussi. Au Japon, le fait de dire non, c'est un peu difficile. Si tu demandes à quelqu'un, tiens, ça te dirait, tu veux qu'on aille boire un coup samedi soir, ils vont pas oser te dire non. S'ils ont un truc, ils vont dire, Choto, je sais pas trop. Donc bon, ça, il faut comprendre non. Il faut pas être le lourdeau français qui arrive. T'es sûr? Non, mais ça va être cool, allez. Voilà. Donc il y a une petite période de réajustement effectivement à la rentrée en France. D'accord. Donc du coup, tu finis ton école. Je finis l'école. Il me restait après un stage de fin d'études à valider. Donc, le parcours bien français, j'ai fini par faire 24 mois de stage. Oh, vache! En fait, c'était 18 mois de stage pour pouvoir diplômer. Ça s'est transformé en 24 pour moi, étant donné que j'ai accepté du coup cette expérience d'1 an au Japon, qui a été une sorte de gap year. Si d'accord, une année presque, enfin pas vraiment chômée. Mais... ouais, pas chômée, mais bon, effectivement, pas non plus en lien complet avec ma carrière suivante, avec la suite de ma carrière, disons. Et donc après ça, j'ai mon copain de l'époque. On a réussi à rester ensemble après les 1 an au Japon. C'était pas évident, mais voilà. Était déjà à Londres, installé et avait lui aussi décroché son premier CDI. J'ai dit, écoute, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on est ensemble. Si t'es à Londres, je tente l'expérience. Je vais chercher mon stage de fin d'études à Londres et puis on verra. Et j'ai trouvé chez Shiseido, donc le groupe de cosmétiques japonais. Voilà. C'est un peu le L'Oréal local là-bas, quoi. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ça restait cohérent avec mon expérience du Japon. J'avais un peu envie de retrouver certains aspects de la culture japonaise qui m'avaient beaucoup plu. Et puis de mettre à profit mon expérience et mon envie de travailler dans le luxe, dans le marketing, dans l'industrie du luxe. Et donc j'ai été prise pour un stage de 6 mois. Je me suis installée à Londres en juillet 2009. Voilà, on était encore à East London, on était encore jeunes et cool à l'époque. Mais on l'est toujours. Mais bien sûr. 2 enfants plus tard, voilà. Tout est relatif. Tout est relatif. Et je suis restée un peu plus d'1 an parce qu'après, m'ont offert un poste CDI. Et donc, je suis restée 6 mois de plus chez eux avant de bouger dans une autre entreprise. Je suis partie ensuite chez Chanel, toujours en cosmétique marketing. Et voilà, ma carrière a évolué de fil en aiguille. Après, je suis allée chez les Américains, chez Estée Lauder, donc pareil, les L'Oréal américains que tu dois bien connaître, chez qui j'ai bossé pour plusieurs marques au sein du groupe, puisqu'ils ont un portefeuille avec de très nombreuses marques, que ce soit de soins, de maquillage, de parfums, etc. Voilà, et ça jusque, fin 2019. Ok, d'accord. Voilà. Donc une première fin décennie 2019. Ouais, c'est ça, première décennie à Londres. La vie à Londres, je veux dire, quand tu as décidé de rejoindre ton copain à l'époque, tu connaissais un peu la ville? Comment est-ce que tu es arrivée? Je sais pas comment ça s'est passé, ton acclimatation avec la ville? Ouais, est-ce que ça te semblait finalement très similaire avec la France après ce que tu avais vécu au Japon?
Ouais, alors c'est sûr que plus évident déjà, hein, l'Eurostar, ou bien à l'époque j'avais un EasyJet, un vol EasyJet qui m'amenait de Lyon jusque, je pense que c'était Stansted, donc le nord de Londres. Et en dernière année de master, j'avais fait plusieurs allers-retours un peu pour connaître la ville. Et oui, c'était pour moi, si tu veux, j'ai grandi dans les années 90 en France, fan de Blur, Oasis, Radiohead, tous les grands groupes britanniques, c'était un peu... Ouais, il y avait une sorte de rêve londonien, je pense aussi, clairement. Et puis c'était quand même l'époque où, d'un point de vue culturel, le Royaume-Uni rayonnait dans le monde entier. Et c'est vrai que j'avais toujours cette attirance pour la culture anglo-saxonne. Et le fait d'aller voir, du coup, Charles, mon conjoint actuellement, d'aller lui rendre visite les week-ends, surtout qu'on était dans les coins un peu sympas de Shoreditch, Brick Lane, Bethnal Green, Whitechapel, etc. Ça a confirmé que c'était une capitale qui était tellement pleine d'énergie, de bouillonnement, qui pour moi, culturellement, était tellement attirante. Et puis aussi, si tu veux, moi, tu me comprendras, je sais que tu es brestoise maintenant. Paris, j'ai pas un attachement émotionnel fort avec la capitale. J'ai vécu 6 mois à Paris, j'ai fait une classe prépa à Versailles, mais je connais pas très bien la ville. J'avais pas forcément une grosse envie de m'installer à Paris. Et j'ai trouvé que Londres, il y avait ce côté vraiment libre d'être qui on voulait. Et Ouais. ça m'attirait vachement. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, j'ai l'impression, dans la culture anglo-saxonne, en tout cas qui revient souvent dans les épisodes, cette impression de pouvoir être absolument qui on veut, cette impression de grande liberté. Donc c'est quelque chose qui t'a beaucoup parlé en tant que, du coup, jeune professionnel, tu sors d'école, tu te lances dans la vie active et tu découvres cette nouvelle vie, cette nouvelle Complètement. art de vivre. Complètement, la fête à Londres, le pouvoir voyager à partir de Londres, c'est vrai qu'en tant que hub, c'est incroyable. Et puis voilà, ce côté moins conformiste peut-être. J'avais l'impression qu'en étant à Paris, il fallait rentrer dans une sorte de moule de parisienne, et je pense que je m'y retrouvais pas. Je me retrouvais pas dans ce format ou ce type de vie. Et Londres, j'avais l'impression que je pouvais écrire un peu ma propre histoire, tu vois. D'accord. Génial. Voilà, et effectivement, après, à travers les collègues que j'ai rencontrés, les amis que je me suis faites sur place, ça a confirmé l'ouverture d'esprit. Et puis, voilà, le fait que peu importe ton histoire, d'où tu viens, en fait, tu finis par trouver une place. Ah bah, trop bien, d'accord. Alors, donc du coup, il se passe à peu près un peu plus de 10 ans à Londres. Tu deviens maman, vous vous mariez. Enfin, il y a quand même aussi des choses importantes qui se passent d'un côté perso, hors du travail également. Tout à fait. Puis arrive 2020, on va me dire « Ah, encore une histoire de Covid ». Non, mais en même temps, en 2020, il s'est passé quand même des choses qui nous ont un peu... il y a énormément de gens qui ont été, je ne sais pas si on a été forcés, mais en tout cas, ça a été un catalyseur de réinvention, où on sait tous, en tout cas, on est très nombreux à se poser des questions sur le sens de notre quotidien. Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que c'est ça, en fait, parce qu'on voit que voilà, tout peut s'arrêter d'un coup. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de laisser derrière moi ? Est-ce que, enfin voilà. Et toi, en fait, ça a été un moment où voilà, tu viens d'avoir un 2e enfant, donc tu as un quotidien chargé, tu habites à l'étranger, donc quand même hors de tes réseaux familiaux en tout cas. Et un truc que tu nous as pas trop dit, c'est que toi, en fait, tu cultives une passion depuis l'enfance pour l'art. Enfin, je vais te laisser nous expliquer. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Tu as bien résumé et tu mets le doigt sur ma passion pour le dessin. Depuis que je suis très jeune, j'ai passé des heures à dessiner et je reviens un peu sur la Bretagne, mais c'est vrai que quand tu grandis dans une petite ville bretonne où il n'y a pas forcément un choix d'activités illimité, tu trouves des moyens un peu créatifs de passer le temps et pour moi, ça a été le dessin. Je passais des heures à la bibliothèque, à récupérer des bouquins, à copier des dessins, à inventer mes propres bandes dessinées. J'ai malheureusement mis un peu tout ça de côté après, parce que le côté scolaire de mon parcours a pris le dessus, surtout quand je suis arrivée en classe prépa. Alors là, malheureusement, tout l'à côté, mes passions
qui pouvait être assez dévorante avant que je quitte le collège-lycée. J'ai mis tout ça en pause en fait pendant très longtemps. Et donc, si tu veux, il y a toute une partie de moi que j'ai mis en pause, le côté artistique, que j'ai mis en pause jusque 2019-2020, parce que j'avais une idée de la réussite qui était notamment formatée après plusieurs années en classe prépa et puis en école de commerce, où on te dit que si tu grimpes la hiérarchie et que tu as une belle carrière dans une grosse boîte, ta vie est réussie et tu seras heureux. Donc toujours en fait à chercher la prochaine étape, parce qu'on a été un peu formaté comme ça à l'école, quoi. C'est ça, et puis définir, c'est ça, une réussite, vouloir se prouver quelque chose à soi-même, mais d'un point de vue scolaire, déjà, la réussite académique, c'était très important pour mes parents parce que viennent tous les deux de familles d'agriculteurs assez modestes. Et donc, j'ai 2 grandes sœurs et c'était très important pour mes parents qu'on soit toutes les 3 financièrement autonomes et qu'on soit diplômés, qu'on soit éduqués et qu'on puisse avoir des choix dans la vie, faire nos propres choix en tant que femme libre. Donc ça, j'en suis vraiment reconnaissante. Mais c'est vrai que le côté scolaire a pris le dessus, je pense. Quand on réussit bien à l'école et qu'on pousse ça, du coup, on est moins encouragé. En tout cas, c'est peut-être moins le cas en France maintenant, mais à mon époque, à continuer à cultiver des autres centres d'intérêt. Et donc, j'ai vraiment un peu tout misé là-dessus. Ma carrière, c'était ma vie avant mes enfants. J'ai pleuré quand je suis partie en congé maternité parce que j'ai l'impression que je laissais ma famille derrière moi. Wow. Et je me dis, ma carrière. Parce que j'avais créé des liens vraiment forts avec les gens au boulot. Et que la réalité, c'est que je me plaisais vraiment bien. Mais, et ça, je t'avoue que moi, c'est arrivé avant la pandémie. Mais c'est clair que la pandémie a accéléré les choses, comme pour beaucoup de monde autour de nous. Je commençais à plus être en phase avec moi-même. Je pense que dans ma vingtaine, j'avais besoin, et puis début de trentaine, j'avais besoin de me prouver, c'est bon, t'as réussi, t'as vécu à Tokyo, t'as vécu à Londres, t'as fait des voyages à New York avec le boulot, t'as le high life, tu t'es acheté le sac à main de marque avec ton premier salaire. Tu vois, je pense que quand tu viens d'une famille un peu modeste, t'as des choses à te prouver, et c'est des choses, peut-être que si je les avais pas faites, maintenant j'aurais des regrets en me disant dis donc c'est dommage, t'aurais pu voyager, t'aurais pu faire ça. Donc c'est toujours facile a posteriori de dire si j'avais fait un autre choix, ma vie aurait été différente, ou je serais allée plus loin dans ma carrière artistique plutôt que d'avoir repris relativement récemment. Mais c'était des choses que j'avais besoin de me prouver à moi-même, et bon, arrivé à un moment où si tu veux, un peu à bout de cette logique un peu de succès qui est seulement, ou de réussite et de bonheur qui est seulement basé sur un critère un peu économique, c'est-à-dire combien tu gagnes et quel est ton titre, et est-ce que tu as été promu, est-ce que tu vas monter à tel... Voilà, je suis arrivée un peu à court, et je me dis, mais je me sentais plus complètement en phase avec moi-même, et je me dis, il y a un truc qui sonne faux. Et tout ce côté c'est un constat qui n'est pas facile à faire, hein. Non, mais tu vois, c'est remonté à la surface, je pense, parce que je l'ai mis de côté, je l'ai réprimé pendant tellement longtemps. Pendant si longtemps, ouais. Et au Japon, je l'avais un peu, sans me l'avouer. Mais le fait de partir dans une carrière artistique, c'est quelque chose qui a toujours été très obscur dans ma famille. Il n'y a personne qui a poursuivi une carrière créative. T'es dans une famille de cartésiens ou de... Oui, pragmatique, je dirais. En tout cas, ouais, d'accord. Pragmatique, c'est-à-dire ma fille, fais tes études, fais ton diplôme, travaille, gagne ton argent. Et garde ça pour t'amuser à côté, quoi. Voilà. Si tu veux, le fait qu'une carrière artistique puisse être quelque chose de sérieux, ça a été très difficile de faire accepter ça à ma famille et à mon entourage. Ah oui, c'est bien, tu reprends le dessin. Ah, tu vas faire de la peinture, mais c'est génial. Ah, mais comment ça, t'as démissionné? Mais tu fous ta vie en l'air. Mais c'est un métier, ça. Donc, il a fallu faire accepter ça. Il a fallu déjà, moi, que je trouve le courage en moi de me dire, en fait, c'est possible, ça peut être une carrière, oui. Et puis, au pire, qu'est-ce qui se passe si je me donne 2 ans
et que je me rends compte que en fait ça ne m'épanouit pas, ou que je ne me projette pas à long terme, et ben c'est pas grave, c'est comme quelqu'un qui aurait monté sa boîte pendant 2 ans et qui conclut que l'expérience a été enrichissante mais souhaite tourner la page. Donc j'ai trouvé Est-ce que c'était important pour toi, excuse-moi, je me permets de t'interrompre, je t'en prie. Est-ce que c'était important pour toi justement d'avoir cette approbation? Parce que du coup, si mes calculs sont bons, ça fait déjà plus de 10 ans que tu es à Londres, donc tu es quoi, au début de ta trentaine? Même milieu trentaine. Donc finalement, tu es quand même installée, tu as pu forcément, ton papa et ta maman, tous les jours finalement dans ta vie. Enfin, ils sont là, mais ils sont pas de la même manière que quand on était ado, quoi. C'était hyper important, toi, pour toi, qu'ils comprennent et qu'ils approuvent d'une certaine manière de ce choix? Oui, parce que mes parents notamment fait de nombreux sacrifices financiers pour pouvoir me payer mes études. Leur faire comprendre à quel point pour moi c'était important et un choix dans lequel j'allais m'épanouir. C'était très important parce que je pense qu'il y avait un sentiment de culpabilité aussi en moi de dire vous avez investi dans mes études, vous avez investi en moi pour que j'en sois, je puisse accomplir et j'arrive à ces postes dans des entreprises prestigieuses. Et donc de tout lâcher, je voulais pas que ce soit perçu comme un échec, mais plutôt comme une opportunité. Donc il a fallu comme je m'en fous, ça m'a servi à rien. Voilà, exactement. Ou voilà, comme de l'ingratitude, tout à fait. Je comprends. Donc oui, c'était important pour moi que ce soit compris, ce choix. Et oui, et puis c'est vrai que ça a pris un petit peu de temps, mais maintenant, parce que quand on lâche comme ça une carrière bien établie et qu'on se lance un peu dans l'inconnu, on n'a pas toutes les réponses au début. Et c'est vrai qu'on m'a posé beaucoup de questions et j'avais moi-même pas les réponses. Donc c'est vrai que je dirais la première année, le temps que les choses se mettent un peu en route, ça a été difficile pour moi, et je pense que d'expliquer, parce que moi-même, j'étais pas complètement sûre de là où j'allais. Et maintenant, c'est plus évident parce que on m'a recrutée comme prof de dessin et de peinture. J'ai mon atelier d'artiste, j'ai ma pratique artistique qui commence à être bien établie. J'ai fait une collaboration avec une grande marque dans le milieu de l'équitation de luxe. Donc, a posteriori, maintenant, ça semble évident et j'ai beaucoup de gens qui reviennent vers moi qui me disent « Ah, franchement, c'est chouette, t'as vraiment bien fait de faire ça, félicitations », alors qu'à l'époque, je lisais aussi pas mal d'incompréhension dans les yeux des gens autour de moi. Parlons-en. Alors, comment est-ce que tu t'y es pris ? Parce que tu nous dis du coup que maintenant tu es un petit peu plus installé. On est en 2024. Tu as eu cette épiphanie fin 2019, début 2020. Donc, il ne s'est pas non plus passé 15 ans entre-temps. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que tu t'y es prise ? Et quels étaient tes objectifs finalement ? Ouais, écoute, super question. Au début, je me torturais l'esprit en me disant il faut que j'ai une idée. Au début, je pensais monter ma propre boîte. J'avais toujours eu, en fait, avant les enfants, des petits, si tu veux, projets. J'avais un projet e-commerce où je vendais des objets que j'importais du Japon. J'avais toujours eu ce côté un peu entrepreneurial qui me permettait d'exprimer ma créativité en faisant du web design ou du graphisme. Et donc, c'était un peu mon outlet créatif, si tu veux, en dehors de mon day job. Et du coup, en arrêtant, je me dis, bon, pourquoi pas relancer quelque chose comme ça ? Et je partais du point final en me disant, comment je vais gagner de l'argent ? C'était le truc qui m'inquiétait. Comment je vais gagner de l'argent tout de suite ? Surtout que Londres, la vie est très très chère, ce qu'on entend souvent. Alors c'est l'avantage d'avoir du coup eu une dizaine d'années de carrière derrière moi où matériellement, si tu veux, je les ai déjà installés. Donc j'avais un certain
confort, si tu veux. J'étais pas non plus la petite étudiante qui vivait avec un budget de 20 € par semaine à l'époque à Lyon. Donc j'avais un certain confort matériel déjà, ça c'est un point important. Okay. Mais je me disais quand même sur 1 an, 2 ans, j'ai pas non plus des économies. Et puis on n'est pas en France où on a les indemnités chômage. Voilà. Bien sûr. Donc il y a quand même pas ça, il y a pas cette sécurité ici. Et donc la question de l'argent s'est vite posée. Je me suis dit il faut que je trouve quel est le projet, comment je vais gagner de l'argent. Et puis je me torturais l'esprit, je trouvais pas. Et je me suis dit mais en fait peut-être qu'il faut commencer par déjà l'idée, une idée plus basique de qu'est-ce qui te passionne, quelle est l'activité dans laquelle tu pourrais passer des heures sans compter et voir où ça te mène. Et puis c'est vrai que tout de suite le dessin et les arts plastiques sont revenus sur le devant de la scène. Mais pourquoi j'ai mis ça de côté aussi longtemps? Pourquoi? J'ai donc me suis retrouvée à visiter plusieurs écoles d'art à Londres, faire des portes ouvertes pour des foundation years, mais je me suis retrouvée à 35 ans assise avec des étudiants qui devaient avoir 17, 18 ans, très jeunes, en me disant mais je pense pas que je vais m'y retrouver dans cet environnement et j'ai plus besoin qu'on me dise ou qu'on me prenne par la main, arrivé cet âge-là, je pense que je peux me permettre de créer mon parcours un peu de manière plus flexible. Et puis, avec des enfants, suivre forcément des cours ou avec des travaux de groupe le soir, c'est pas forcément évident non plus. Mmh. Et l'investissement, tout simplement, de faire une année ou deux d'université à Londres, c'est 10 000 pounds par an ici. Donc, c'est aussi un investissement. Ouais, donc ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Budget familial. Ça se réfléchit. Donc, je me suis dit, avant de me lancer dans un investissement quand même significatif, j'ai opté pour un format de short course, tu vois, un cours d'1 semaine pour me remettre dans le bain à la Central St. Martin's, qui est une école d'art assez réputée ici au Royaume-Uni. Et là, c'était en décembre, j'étais enceinte énorme. Quand le prof m'a vu arriver, il m'a dit « Ah, excusez-moi, madame, vous êtes rendu compte que là, on a dessiné le modèle vivant debout derrière le chevalet pendant 6 heures par jour. Est-ce que ça va le faire ?» Bon, on a des tabourets, mais voilà. Et en fait, j'ai tellement adoré, ça a été une retrouvaille avec cette passion que j'avais abandonnée pendant trop longtemps, que j'ai pas senti un seul moment de fatigue toute cette semaine. Et je me suis dit, mais c'est ça. Il faut juste que tu te replonges dans ta pratique artistique et si tu te donnes, et si tu travailles dur, il y a forcément quelque chose qui va en ressortir. Donc, après, Baby Number 2 est arrivé en janvier 2020. Et puis, l'épisode de pandémie qu'on a tous connu, qui a ralenti un peu ma vision des choses et mon projet. Mais à partir de, si tu veux, la deuxième moitié 2020, j'ai commencé à vraiment me remettre à dessiner, mais par moi-même, sans retour critique, un peu dur. J'ai trouvé une école dans le sud de Londres, à côté de là où j'habite, à Dulwich, qui pratique le dessin d'observation avec des modèles qui posent. Et donc, j'ai commencé à assister en fait aux cours du soir, aux séances du soir pour reprendre mon dessin d'observation. Et de fil en aiguille, après une bonne année, je dirais, où j'ai assisté et puis j'ai rencontré pas mal de monde, le courant est tellement bien passé que le propriétaire des lieux m'a vu mon potentiel, j'imagine. Écoute, faudrait lui demander lui, ça aurait mieux dire ce qu'il a vu à l'époque. Et puis, je pense ma capacité à communiquer, ayant travaillé dans une grosse entreprise, à faire des présentations devant de larges audiences, etc. Il s'est rendu compte, tiens, vous voyez, papa et maman, ça a servi l'école. C'est ça. Quelqu'un qui peut dessiner et qui peut aussi s'exprimer en public de manière claire et puis logique. Donc, et structurée, disons. C'est un peu cliché sur les artistes, mais c'est vrai que c'est quand même un énorme atout. Je pense que si j'avais pas eu la formation que j'ai eue, j'aurais peut-être pas eu la confiance en moi pour prendre un cours. Donc on m'a demandé de faire un remplacement pour un cours de modèle vivant. Donc j'étais un peu étonnée et prise de cours sur le coup. Moi j'ai pas d'expérience d'enseignement, mais je sais dessiner et avec un peu de pratique et si on me forme,
Je veux bien essayer l'aventure. Et donc, j'ai fait ce remplacement. C'était en juin. Ça s'est hyper bien passé. Et Révélation. donc, on m'a demandé à la rentrée de prendre un cours du soir à ma charge. En entier, quoi. En entier. Et écoute, c'est là aussi où, pour revenir sur le point, tu vois, Paris versus Londres, c'est ma mère qui me disait ça d'ailleurs. Elle me disait, mais tu sais, en France, on t'aurait pas donné cette opportunité d'enseigner parce qu'en fait, j'ai pas de diplôme. T'as pas de diplôme, ouais. J'ai pas de diplôme, je suis autodidacte dans ma carrière artistique. Oui, je me suis reformée. Alors depuis, j'ai repris des cours, j'ai senti le besoin de me reconnecter aussi avec d'autres artistes et j'ai intégré la Royal Drawing School à Shoreditch pour 2 trimestres. J'ai fait 6 mois chez eux. Et ça m'a aussi enrichi et ça m'a permis de devenir une meilleure prof, j'espère. Mais c'est vrai que je me pense qu'en France, on m'aurait demandé d'abord, montre-moi ton CV. Quel est ton diplôme? Quelle école d'art as-tu fait? Alors qu'ici, si tu veux, ça a marché à la confiance et au potentiel et au travail, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté de mérite qui est chouette et je suis pas sûre que j'aurais eu la même expérience à Paris. Mais c'est très vrai et à nouveau, tu vois, moi j'ai jamais vécu en Angleterre, mais on parle de la culture anglo-saxonne. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, cet attachement ou ce non-attachement justement au diplôme, mais cet attachement à la personne, à la passion, à tout. Alors j'aime pas trop ce qualificatif, mais j'en ai pas d'autres là qui me viennent en tête, de soft skills finalement, qui sont autour de ce que tu vas enseigner et qui sont super importants. Non, complètement. Moi, je vais te dire ce que je retire de mon expérience au Royaume-Uni jusqu'à présent aussi, c'est que ça m'a rendue beaucoup plus humble. Parce que c'est vrai que quand on sort d'une grande école de commerce, qu'on a fait une prépa un peu connue, qu'on a de 18-20 ans et qu'on nous a bourré le crâne en me disant vous êtes l'élite, la crème de la crème. Tu vas sortir d'école, tu vas gagner tant d'euros à la fin du mois. Tu vas être le grand manager, etc., etc. En fait, quand on arrive à Londres, personne connaît les écoles françaises déjà. Même les plus grandes, même si on a fait HEC, non? C'est quoi? Non, ça veut dire quoi? Heck? Non, ça veut rien. On ne connaît pas ici. Et donc, si tu veux, t'es juste un autre, diplômé, plein d'énergie, intelligent, mais parmi une multitude de personnes intelligentes, talentueuses, pleines d'énergie dans une grande ville comme Londres. La concurrence est féroce. Et en fait, j'ai l'impression qu'en France, on peut un peu se reposer sur un beau CV, et c'est chouette. Mais c'est vrai que mon CV, ou les noms des écoles sur mon CV, m'ont très peu servi dans ma carrière à Londres. Alors après, la formation... T'as des connaissances, voilà. Bien sûr, la qualité de la formation et ce que j'ai appris en France m'a permis de faire la différence en entreprise et dans différents contextes au Royaume-Uni par rapport à un diplômé anglais, parce que souvent en Angleterre, il s'arrête à un bachelor, un bac plus 3, étant donné le prix des études, en fait. Le coût de la scolarité est tellement énorme. Et encore, c'est pas les États-Unis. mais quand déjà il y a un investissement de 30K pour 3 ans d'études, il y a peu qui poussent en fait jusqu'au master ou plus. Alors qu'en France, on fait une école de commerce, on pousse jusqu'au master. En fait, on rentre sur le marché du travail. Si on a fait 2 ans de stage comme moi, 24 ans, quoi. Et puis, on se retrouve à des niveaux, on démarrait au bas de l'échelle avec des Britanniques qui ont 21 ans. Et il faut être un peu, du coup, un peu modeste. Et puis... et faire la différence autrement. Et ça, c'est chouette au Royaume-Uni, du coup. Je trouve que on n'est plus, à 40 ans à dire « Ah ouais, toi, t'as fait quelle école ?» D'accord, à juger quelqu'un sur la valeur d'un diplôme, parce qu'en fait, c'est quand même moins pertinent après 10, 15, 20 ans d'expérience. Non, mais complètement. Et puis, pour compléter ce que tu dis, moi, je trouve que c'est une culture... tu vas me dire si je fais fausse route par rapport à l'Angleterre, mais j'ai l'impression que c'est assez similaire aux États-Unis là-dessus, qui est très...
acceptante, ça se dit ça? Je sais pas. Oui, tolérante. Tolérante, mais vraiment aussi dans l'acceptation de la réinvention des gens, en fait. Moi, je vois le nombre de gens d'abord que j'ai interviewés dans French Expat, Ouais. etc., mais même dans mon entourage personnel, qui se réinventent. C'est vrai que l'expatriation est très souvent, finalement, prétexte ou non, mais en tout cas quelque chose qui déclenche de nouvelles envies professionnelles. Et je trouve que c'est des cultures dans lesquelles il y a énormément de place pour ça, de par le fait que le diplôme finalement n'importe pas autant, mais aussi finalement je trouve dans la population en fait que c'est pas du tout, c'est pas genre mais t'es sûr, enfin bon quand même t'avais un bon poste. Enfin bien sûr qu'il y aura toujours des exceptions, on peut pas faire de généralité à 3000% comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a cette culture de bah vas-y tente en fait, essaye ça et on est content pour toi et tant mieux quoi. Ouais, alors complètement. Non, c'est pas un cliché, et c'est vrai aussi au Royaume-Uni. Ouais. C'est un bon compromis, le Royaume-Uni, je dirais, entre Ouais. la culture américaine, Pas besoin bon, d'aller je si connais loin que les moins, États-Unis. et puis l'Europe, on est un petit peu, tu sais, le cul entre deux chaises, quoi, comme je dirais. Pardon pour l'expression, au Royaume-Uni. Et du coup, tu as les bons côtés de la culture américaine dans le côté prise de risque, je dirais, et effectivement, l'opportunité là, saisie là, le côté entrepreneuriat autodidacte. Et en fait, le côté autodidacte est peut-être plus célébré qu'en France, d'avoir appris par soi-même. Et en fait, la réussite scolaire reste quand même un gros marqueur de, comment dire, peut-être de classe sociale en France, je dirais, ou de pas de jugement, mais c'est vrai que D'évaluation. ouais, et alors que on peut avoir des profils, c'est un peu cliché sur ce self-made man, woman américain, mais il y a un peu plus ça, je pense au Royaume-Uni aussi, effectivement, où tout ne On donne passe beaucoup de pas place à la forcément, singularité finalement. ouais, par une réussite scolaire, Mmh mh. Mmh. pas 100%. Ouais. Donc ça, je trouve très appréciable, Ouais. effectivement. Et donc ça t'apporte, tout un tas d'opportunités dans cette reconversion professionnelle. Tu t'étais donné 2 ans, donc au bout de 2 ans, tu enseignes, tu es Ouais, épanouie, ouais, et là, ça va faire donc 4 ans finalement que tu t'es, c'est ça. lancée, là-dedans, et tu as une actualité que j'ai trouvé super intéressante, à plein de niveaux, mais en plus, puisque les Jeux olympiques arrivent, au moment où cet épisode sortira dans quelques semaines, est-ce que tu veux, nous raconter comment est-ce que cette opportunité est arrivée et puis de quoi il s'agit? Bien sûr, suspense. Alors donc en parallèle de mon activité d'enseignement, donc j'ai ma pratique artistique et mon atelier, d'artiste où moi-même je dessine et je peins, et j'ai été contactée par une grande marque, de sellerie française qui s'appelle Butet. Alors c'est connu plutôt pour les aficionados, et puis les professionnels, les cavaliers professionnels, disons. C'est une marque qui est basée à Saumur et qui fabrique à la main des selles en cuir, Ouais. si tu veux, haute performance, sur mesure pour des cavaliers et leur monture. Tu montes à Euh, cheval, toi? alors moi, je monte à cheval très amateur. J'ai pas un gros niveau, mais j'ai tanné mes parents quand j'étais gamine pour monter à cheval, je pense, comme beaucoup de jeunes filles. Ils ont fini par craquer. C'était bon, après à l'époque un centre hippique très voilà, très modeste en Bretagne. Mais oui, l'amour pour l'animal D'accord. est resté. L'amour, la grâce, la beauté de l'animal. Mmh. J'adore. Et donc je monte, mais de manière très ponctuelle, ici au D'accord. Donc tu Royaume-Uni. montes encore un peu? Je monte encore un peu de manière Ouais. ponctuelle, voilà, quand j'ai un petit peu de temps D'accord. pour moi, le week-end. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir plein de super grands parcs à Londres, donc il y a notamment Richmond Park où on peut monter à cheval, et ça c'est un vrai luxe. Et donc voilà, si tu veux, j'ai un peu cette double casquette de artiste et aussi bon cavalière, clairement pas à un niveau olympique, mais cette compréhension de l'animal et du sport quand même. Et donc Butet est venu vers moi en me disant voilà, on a ce projet un fût. Alors un fût, il faut imaginer, c'est pas un fût de vigneron, mais c'est une grosse boîte cylindrique dans lesquelles la marque envoie, expédie les selles dans le monde entier. Donc on m'a même dit qu'apparemment, je sais plus si c'est
Kylie Jenner était cliente de la marque. Si tu veux, c'est un peu Hermès a un segment équitation et sellerie qui est à la base de cœur de métier de la marque. Et c'est un peu ça eux aussi, sauf qu'ils sont seulement vraiment concentrés sur l'équitation et le haut niveau. Et donc ils ont ce fût, cette grosse boîte sur lesquelles ils changent un dessin, un design tous les ans. Et on dit pour 2024 on cherche des artistes. On fait, si tu veux, une sorte d'appel d'offres pour les artistes. On aimerait avoir des propositions pour un dessin sur le thème des Jeux Olympiques et des épreuves d'équitation qui se dérouleront à Versailles à l'été 2024 et qui représente les valeurs de la marque, c'est-à-dire la performance, le savoir-faire, le côté fait main, la qualité, évidemment, et puis l'amour du cheval. Alors moi, tout de suite, l'idée m'a plu, parce que j'ai passé 2 ans en classe prépa à Versailles. Donc je connais un peu la ville, les châteaux, la beauté du site, du lieu, la magie du lieu. Et puis en tant que cavalière, dessiner des chevaux, je crois que j'ai passé un certain nombre d'heures. J'ai retrouvé d'ailleurs, tu sais, je suis rentrée en Bretagne pour Pâques et j'ai retrouvé mes vieux cahiers de quand j'étais en primaire. Alors c'est l'avantage d'avoir un grand garage un peu à la campagne, c'est que les papa et maman gardent les vieux trucs. Ils sont pas encore partis à la déchetterie. Et donc on a retrouvé dans les archives familiales des cahiers remplis de mes dessins de poney à l'époque. Voilà. Donc génial, il faudra que tu nous montres ça. Voilà, ça c'était dans les années 80, 90. Et donc j'ai fait une proposition. Donc ça c'était, ils m'ont contacté en début août de l'année passée. Le brief m'a énormément plu parce qu'il y a le côté storytelling, des chevaux. J'ai tout de suite visualisé des jardins de Versailles, les fontaines d'Apollon, évidemment, le char d'Apollon tiré par des chevaux, sublime le long du canal. Visuellement, j'ai tout de suite eu beaucoup d'idées. Je me suis mise au travail dès qu'on est rentré de vacances au mois de septembre et que les enfants ont repris l'école. Et j'ai fait une proposition. J'ai pas eu de nouvelles pendant de longues semaines, sachant qu'on m'avait bien dit, voilà, t'es pas la seule, c'est un appel d'offres, donc il y a d'autres artistes qui travaillent aussi, puis après il y a un processus de sélection en interne. Donc j'étais un petit peu, un petit côté... Ça te tenait à cœur quand même. Ça me tenait à cœur parce que j'avais passé quand même beaucoup d'heures dessus. Ça, c'est le côté un peu toujours difficile dans une carrière artistique, c'est qu'on est souvent appelé en tant qu'artiste pour des appels d'offres, etc. Donc, on peut passer beaucoup d'heures pour un travail qui, à la fin, n'est pas rémunéré si on n'est pas sélectionné. Donc, c'est ça aussi, il faut le savoir, d'où je comprends l'angoisse pour des parents quand les enfants disent « Ouais, mon fils ou ma fille veut faire une école d'art. » D'accord, alors comment ils vont gagner leur vie? C'est ça, je comprends. C'est une question légitime. Franchement, c'est une question légitime et j'en veux pas à mes parents. Je me serais posé la même question. Et donc, j'ai eu de nombreuses semaines où j'ai pas eu de nouvelles de Butet. Et puis ensuite, je pense que ça a été mi-fin octobre. Enfin, ils m'ont rappelé pour me dire, voilà, on adore le dessin, vous êtes sélectionnés. Génial. Gros moment de soulagement. Ils ont juste pris leur temps, quoi. Ils ont juste pris leur temps, voilà. C'est pas non plus une grosse entreprise, donc les équipes sont pas énormes. Donc voilà, il faut le temps faut trouver le temps de s'occuper de tout ça. Et donc c'est génial parce qu'ensuite, si tu veux, ce dessin là, donc ensuite a été numérisé et reproduit et imprimé sur. Alors on m'a dit, je crois que c'est autour de 3000 pochettes, si tu veux, sleeves. Ouais. On va dire ça en français. Des manchons, des mouilles sur ces fûts. Et donc ça c'est expédié, donc mon dessin part à chaque fois qu'une nouvelle selle est vendue à travers le monde. Il y a beaucoup de clientèle en Asie, notamment en Chine aussi. Ils reçoivent leur selle dans le grand fût avec mon dessin dessus, et ça c'est un petit moment de fierté. Ah bah tu m'étonnes de savoir que tes dessins du coup sont partout autour du monde. Voilà. C'est incroyable, et puis qu'en plus que ça reparte en Asie, là où tu as laissé une partie de ton cœur aussi. C'est vrai, c'est assez chouette. C'est assez chouette. Bouclée. Et puis c'est vrai que
dans ce métier d'artiste, l'idée, c'est de pouvoir partager une émotion ou une vision et l'idée que ce soit diffusé comme ça auprès de milliers de clients, c'est un bel accomplissement. Et alors, parle-moi de ce dessin. C'est quoi ce dessin ? Alors, il va falloir que je décrive le dessin. C'est vrai qu'on est quand même, j'allais dire à la radio, on est en audio. Sinon, j'aurais pu te montrer dans l'atelier et j'aurais pu montrer le dessin, comme j'ai fait visiter à Leïla de French Morning l'autre jour. Alors, c'est un dessin, comme c'est une pochette qui enroule, si tu veux, un cylindre. C'est donc un format paysage assez allongé. Au centre de la composition, j'ai voulu placer quand même la Tour Eiffel, sachant qu'on est sur les JO de Paris et qu'on a une clientèle à travers le monde entier. L'idée, c'était quand même de représenter la France de manière symbolique. C'est dur de pas faire figurer la Tour Eiffel. Et puis j'ai été beaucoup inspirée par les dessins de Chagall. Je ne sais pas si tu connais, il y a beaucoup de dessins de ses rêves à Paris où tu vois des amoureux qui flottent dans le ciel, au-dessus de la Tour Eiffel, au-dessus des toits parisiens. C'est tellement poétique que j'avais envie de rendre un peu de ça dans mon dessin. Donc il y a la Tour Eiffel en centre et de part et d'autre, tu as 2 chevaux en mouvement. Côté gauche, on a un cheval en représentation dans une épreuve de dressage, donc avec le torse assez bombé, et puis la selle sur le dos, en représentation en manège, et puis des motifs, des gradins avec des étoiles, et puis des spectateurs en fond, donc qui donne un peu de profondeur. Et puis de l'autre côté, à côté droit de la Tour Eiffel, tu as un cheval qui est en saut, donc en train de sauter, avec une cavalière sur le dos. Et donc, si tu veux, ça forme une sorte de composition triangulaire, une montée de part et d'autre vers une élévation vers la Tour Eiffel, avec des motifs qui rappellent de manière assez poétique Versailles en fond, les fontaines, les motifs des fontaines, génial. Les jardins, et les grandes fenêtres du château. Et puis ma signature aussi quand même. Hein. Ouais. Alors ton nom d'artiste, c'est le même que le nom par lequel on te connaît ? Ouais, alors c'est bizarre. C'est Audrey Fatouche, c'est mon nom de mariée. Mon mari est d'origine égyptienne et libanaise, d'où le Fatouche. Pour les amateurs de cuisine libanaise, c'est une grande salade, voilà, libanaise, Madame Fatouche. Et mon nom de jeune fille, je signe quand même avec mon nom de mes initiales. J'ai gardé mes initiales de jeune fille. Je pense que c'est comme quand, voilà, sur mon artiste, c'est toujours difficile avec le nom le nom de mariée. Il y a une part de moi-même dans le dessin qui remonte quand même à une époque où, voilà, c'est mon nom de jeune fille et ça me semblait plus naturel de garder ça. Donc je signe avec mes initiales, AS, du coup, Audrey Sebi. Eh bien écoute, bravo, un grand bravo pour tout ce que tu as accompli. Une petite question traditionnelle que j'aime poser aux gens qui passent à mon micro à la fin de chaque entretien. Est-ce que tu referais tout pareil ? Et est-ce que, je sais pas, il y a un petit conseil que tu pourrais chuchoter à l'oreille de la Audrey ? Alors je sais pas, ça peut être pendant ton enfance, alors que le dessin était une passion à côté du reste. Pendant tes études, pendant, je sais pas, début de ta carrière à Londres, enfin bref, comme tu veux. Grosse question. Écoute, je mettrai l'accent pour essayer de me connaître mieux moi-même, plutôt que d'essayer de rentrer dans le moule. C'est vrai qu'encore une fois, avec la réussite scolaire, on rentre un peu facilement dans des rails en France et on arrête de se poser des questions. Et on pense que l'obtention d'un diplôme d'une certaine école garantit le bonheur à vie et la réussite. Et donc, je ne sais pas si je referais un système de classe prépa ou si je me permettrais de voyager ou d'avoir fait un échange universitaire un peu plus tôt. Clairement, d'avoir eu le courage à l'époque de dire non, j'ai envie. Oui, ça marche bien à l'école, mais ma passion pour l'art est trop importante et j'ai pas envie de se faire de sacrifices. Et d'avoir eu un peu plus confiance en moi, peut-être, à l'époque, pour faire ces choix.
Voilà, je pense. Eh bien écoute, voilà de jolis conseils et en tout cas une sacrée dose de recul. Félicitations à toi Audrey. Merci à toi. Félicitations pour ce projet, pour cette reconversion. On suivra la suite avec beaucoup d'intérêt. Et puis, tout le meilleur pour la suite. Merci pour ton temps et merci à tous les auditeurs de ton podcast. Avec plaisir. Salut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Audrey Fatouche pour ce très chouette moment passé ensemble et je vous dis un grand merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, peu importe, chacun de vos retours compte énormément. La semaine prochaine, on prend la direction de New York et nous allons parler à nouveau d'art, mais plutôt de chansons et de musique. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Et surtout, je la saisis à pleinement parce que j'ai la naïveté de ne pas savoir ce par quoi je vais passer. Parce que là, ça fait 10 ans, si j'avais su les obstacles que je devais dépasser, j'y serais jamais allée. Alors qu'aujourd'hui que j'ai enfin, on va dire, retrouvé un certain équilibre, une certaine stabilité et que la vie que j'ai maintenant a beaucoup plus de... comment expliquer ? C'est pas plus de valeur, parce que la vie, elle a la valeur en soi. On se lève le matin, on respire. C'est ça, cette valeur-là qui est absolument infinie. Mais ce que je veux dire, c'est ma vie maintenant est encore plus épanouissante que celle que j'ai laissée en France. Mais il m'a fallu quasiment 10 ans pour retrouver un équilibre. Et retrouver l'ancrage que j'avais en France. Et ça m'a pris 10 ans à peu près. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.